Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Bonjour tout le monde, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce vendredi 30 septembre. J'espère que vous allez bien en pleine forme pour terminer cette semaine avec nous sur votre radio France Maghreb 2, votre talk de fin d'après-midi. Le Grand Forum 16h, 18h avec aujourd'hui le retour de notre ami Karim Anouache, notre banquier national. Comment ça va mon Karim ? Bah écoute, ça va bien. Très heureux de revenir et toujours en présentiel. Évidemment, c'est fini, ça y est. Télétravail, tout ça, ça y est, terminé. On est là, en parfaite santé. Alhamdoulilah. Tarek Mami sera à tes côtés, mon Karim. Voici le programme de cette émission de ce vendredi. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. La battle tout à l'heure. Ah, ça va être un débat assez bon, assez bien. Et une question à laquelle vous pouvez répondre, évidemment, sur Twitter. Le Grand Forum FM2. Finance islamique. Arnaque ou véritable alternative ? Je profite de la présence de Karim Anouache pour mettre ce débat sur la table tout à l'heure. Pour l'instant, vous êtes 65% à parler d'arnaque. Voilà, vous n'y croyez pas à cette finance islamique. Ça dépend sur quel prisme on se place. Mais en tout cas, voilà, on en reparlera tout à l'heure dans la battle. Le quiz, bien entendu, le quiz de l'actualité. La belle histoire des génériques. On va parler d'une émission qui fera son retour après 14 ans d'absence sur TF1. L'histoire du générique de l'émission Star Academy qui revient pour la 10e saison. Et c'est toujours Nikos Aliagas qui sera aux commandes de cette émission de télé-crochet. Nous allons parler d'Emmanuel Macron qui brandit la menace, il veut aller vite pour cette réforme des retraites et il a brandi la menace de la dissolution. À qui profite le crime ? Le zapping, bien entendu, et Vladimir Poutine qui ne cesse de prendre la parole après avoir aujourd'hui annoncé l'annexion de 4 régions d'Ukraine donc par la Russie. Une annexion ou des référendums rejetés par l'Occident. Il a déclaré hier que l'Occident est au bord de l'effondrement. On verra s'il a raison, on en débattra dans quelques instants, évidemment sur France Maghreb 2 avec vos appels. N'hésitez pas à intervenir dans cette émission, vous avez évidemment toujours et encore votre place. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre et à n'importe quel moment dans cette émission jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. On commence toujours cette émission, mon Karim, par les clins d'œil. Les clins d'œil, c'est un retour en arrière sur quelques faits d'actualité qui ont attiré mon attention et que je souhaite remettre sur la table. Alors, ce qui est un peu marrant, c'est un peu l'ironie de, j'ai envie de dire, de l'actualité. En 1971, mon Karim, les États-Unis et l'URSS, à l'époque, signent un accord destiné, écoute bien, à empêcher un conflit nucléaire accidentel. C'est très marrant d'entendre ça aujourd'hui. J'adore le côté accidentel. Oui, non mais c'est très intéressant. Ça dépend s'ils font allusion à l'arme nucléaire ou aux centrales nucléaires. Ouais. En tout cas, un accord a été signé en 1971 entre l'URSS et les États-Unis en 2022, quand on connaît un petit peu la situation. Alors, il n'y a pas eu de conflit, mais il y a eu Tchernobyl quand même. Il y a eu Tchernobyl. Voilà. Mais c'est accidentel. Accidentel, oui, absolument. Un petit clin d'œil aussi à une actrice qui est née aujourd'hui, 30 septembre en 1975. Marion Cotillard. Est-ce que ça te parle, Marion Cotillard ? Ben oui. Oui, par exemple. C'est pas elle qui a joué dans La Môme ? Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue. Allez, venez. Vous êtes une grande artiste. Parce que j'ai mis des talons. Elle est étourdissante. La scène, c'est un tout. Elle est ma merveilleuse. Certain. Brigitte, sors. Je suis ta mère. Qui d'ailleurs, je crois, a été récompensé à plus d'un titre pour son rôle très bien fait. T'as vu le film, Karim ? Oui, elle a joué dans Taxi aussi, si je me trompe pas. Taxi, pas sûr. Le 1. Taxi 1, à vérifier. Pas très convaincu, mais bon, on va vérifier. En tout cas, Marion Cotillard. Et puis une disparition aussi, et pas n'importe quelle disparition, celle de Simone Signoret, mon cher Karim. En 1985, un extrait du journal de 20h de Antenne 2 à l'époque, annonçant la mort de Simone Signoret. N'est plus ce qu'elle était, c'est le titre que Simone Signoret avait choisi pour écrire le livre de sa vie.
Le chagrin et la tristesse de ses amis et au-delà de beaucoup de Français à l'annonce de sa mort sont eux, en revanche, bien réels. Simone Signoret est morte ce matin à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer. Elle fut à la fois une grande actrice de cinéma, de théâtre et de télévision. Depuis quelques années, un véritable écrivain et depuis longtemps, une militante politique. D'abord engagée aux côtés du Parti communiste, puis en lutte contre tous les pouvoirs totalitaires et les injustices. Elle était aussi et peut-être avant tout, pour elle, la compagne d'Yves Montand. C'est dans sa maison de campagne de l'Eure que Simone Signoret s'est éteinte ce matin à 7h30. Voilà. Simone Signoret, ça t'évoque quoi, Karim Alouache? Casque d'or. Ouais, par exemple, ouais. Le chat. Oui, aussi. Très grand film. Et une grande dame voilà, engagée aussi, puisqu'elle a fait un peu de politique, hein, Simone Signoret. Oui. Épouse de Yves Montand. Yves Montand. Voilà. Bah, c'était son épouse. La veuve Coudert aussi. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Absolument. Voilà. Donc Simone Signoret, ça méritait bien ce clin d'œil. Et puis, un peu plus près de nous, j'ai envie de dire, c'est en 1994 que la mosquée de Lyon a été inaugurée, mon cher Karim. Et il y avait ce jour-là un certain Charles Pasqua. Après avoir dévoilé la plaque inaugurale, Charles Pasqua est entré dans la mosquée où il a été reçu avec tous les honneurs. Les discours étaient fort attendus. Ce sont eux qui devaient confirmer la ligne de conduite des dirigeants de la mosquée afin d'effacer les dernières inquiétudes. Cette mosquée devra être la preuve permanente que l'islam est une religion qui peut être pratiquée dans le strict respect des lois de la République française, que l'islam n'entend à aucun moment porter atteinte au principe de laïcité de l'État. Ni la nécessaire liberté du culte, ni le droit reconnu à la diversité, ni la liberté imprescriptible d'association, ni le respect de la vie privée ne sauraient servir de prétexte à quiconque pour s'affranchir d'une conception de l'homme que la République place au-dessus de tout, puisque c'est son principe fondateur. Pour tous ceux qui étaient présents ce matin, et quelle que soit leur confession, cette inauguration, c'était un grand jour. Oui, tout justifiait cette mosquée de Lyon. Non, rien n'aurait expliqué que l'on tardât encore à permettre son édification. Cet après-midi, ils étaient plus de 3000 pour la première prière, qui plus est un vendredi, jour symbolique pour les musulmans. Une prière sous haute couverture médiatique pour un islam qui se veut discret. Voilà, pour cette inauguration de cette mosquée. T'as eu l'occasion de la visiter ou pas, Karim? Non. Cette mosquée de Lyon? Non, non. Très bel édifice, hein, inauguré donc en 1994. Voilà, on en parlait. Puis alors une catastrophe, je suppose évidemment que tout le monde s'en souvient, c'était en 2009. Je veux parler évidemment de cette catastrophe naturelle, ce tsunami aux Philippines, Sumatra, Vietnam et encore Cambodge également, avec des milliers de morts. Vous vous en souvenez évidemment, Karim? C'était en décembre, je crois. Non, c'était en septembre. Ah, voilà, c'était en septembre. Non, mais il y a eu le un Laos, il y en a eu un soutenu. autre. 2009, ça avait fait des milliers de morts. Et là, aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Floride avec cet ouragan terrible. Hein. Bah, je crois qu'il y a déjà pas mal de morts. Hein. C'est apparemment l'ouragan le plus fort que les États-Unis n'aient jamais enregistré. Hein. C'est impressionnant. Il remonte très vite dans le nord en plus. Oui. C'est assez étonnant. Ouais. Des phénomènes climatiques assez impressionnants quand même qui se multiplient finalement. Le réchauffement climatique, c'est pas qu'une connerie, Karim. On est en plein dedans. Non, on est en plein dedans, mais on en parle aussi beaucoup plus parce qu'il y a plus de médias, il y a plus de relais qui font que. J'ai cru que tu allais nous dire il y a plus d'écologistes. Non. Non. tu sais, on va pas faire. J'aimerais bien voir Philippe pour l'écologie, mais moi, ce que je crois, c'est que l'écologie, c'est avant tout un comportement, une attitude et du bon sens que des mesures qui, au final, sous couvert d'être écologiques, sont encore plus polluantes que les énergies, par exemple, existantes aujourd'hui. Je ne vous ferai pas le débat sur la voiture électrique, mais un jour, on aura l'occasion d'en reparler. Tu roules en quoi, toi, Karim? Je roule avec un véhicule diesel et dernière génération, et le prochain sera un hybride, mais... Je ne roule pas en voiture électrique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a 40 millions de véhicules en France. Si demain, on avait tous un véhicule électrique et que l'on recharge tous les soirs, parce que ces véhicules se rechargent tous les jours, quotidiennement, juste pour ces véhicules-là, on n'aurait même pas assez de centrales nucléaires. Alors aujourd'hui, on parle de limitation de capacité
pour nous chauffer. Imaginez, vous avez aujourd'hui des communes qui ont des véhicules électriques et qui louent des groupes électrogènes au diesel pour recharger les véhicules. C'est complètement stupide. On se souvient qu'il y a 20 ans, on incitait tout le monde, 30 ans même, à acheter du diesel, tu te rappelles? Oui, alors on a mis on a mis le paquet sur le diesel parce que les motoristes français étaient les premiers au monde à sortir des Et ça reste moteurs moins diesel. polluant d'ailleurs. Hein. C'est pas si polluant, mais le sujet, c'est pas le véhicule et son énergie. Le sujet, c'est pourquoi aujourd'hui les gens prennent leur voiture et ne prennent plus les transports en commun. Ouais, parce qu'ils fonctionnent mal. Non, mais tout le sujet est là. Et bah là, oui. moi, pendant 20 ans, j'ai jamais pris ma voiture pour aller au bureau. Et depuis quelques années, je prends systématiquement ma voiture pour aller au bureau. Et tant qu'on aura un comportement écologie politique pour prendre des mesurettes, je sais pas si vous vous souvenez, les portiques que voulait faire qu'a fait installer Ségolène Royal au-dessus des autoroutes. Bon, ça a coûté des centaines de millions d'euros à la poubelle, hein, parce qu'en fait, là, ils parlent de les réutiliser pour autre chose. Moi, ce que je crois, c'est que le jour où on aura des transports en commun en Ile-de-France dignes de ce nom, c'est-à-dire sécurisés, propres, ponctuels, avec une certaine régularité et une fréquence, les gens arrêteront de prendre leur véhicule. Ils sont pas tarés. Vaut mieux prendre les transports en commun à 75 € par mois illimité que de payer des pleins dans les voitures. Ouais, voilà. 75 €, c'est limite, c'est même pas le prix d'un plein. Et en plus, vous êtes pris en charge par 50% par votre entreprise. Votre non. Les gens prennent pas leur voiture pour prendre leur voiture, ça leur fait pas plaisir. Ouais. Les gens en ont marre d'être coincés sur des quais de métro, sur des quais de gare. Les gens en ont marre de mettre 1 heure pour un trajet qui, en principe, doit durer 30 minutes. Les gens en ont marre d'être emmerdés le matin dans les transports avec des musiciens, des mendiants, des pickpockets, des agresseurs, des gens alcoolisés et autres. Voilà, et ça mis bout à bout, les gens se disent à un moment donné, on en a marre. Je vous fais cadeau des grèves, hein. C'est parti de là, hein, le phénomène de prendre énormément sa voiture. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des personnes qui se disent, écoute, tant pis, je vais te mettre 1 heure. Je serai 1 heure dans les bouchons, mais c'est mieux 1 heure dans les bouchons qu'1 heure dans le métro à se faire emmerder en permanence. Et il y a aucune personnalité politique qui prend ce vrai sujet des transports en commun une fois pour toutes et qui va le mener à bien. Il y a une deuxième solution aussi, hein, il y a une deuxième réponse parce que les choses ont changé à cause du Covid, c'est le télétravail. Le télétravail amène les gens à moins circuler puisqu'ils vont ils vont moins souvent au bureau, donc ça aussi, ça fait partie. Et ça sera beaucoup, beaucoup plus efficace et moins coûteux que les innovations électriques et autres. De toute façon, pour fabriquer de l'écologie, il faut fabriquer de l'énergie et du coup, on va polluer plus parce que il faudra beaucoup plus d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la communication de certains membres du gouvernement à l'image de Bruno Le Maire, puisqu'on a 2-3 minutes de rab là, qui laisse tomber la cravate pour passer au col roulé? Mais pour donner l'exemple, dit-il. Non, mais en fait, moi je comprends pas. Il faut avoir des comportements assumés. J'en ai marre de le premier quinquennat et le deuxième est encore pire, a été basé sur une seule chose, la com, l'image, la com. Je m'en fous que Bruno Le Maire mette un pull. Moi, ce que je sais, c'est que quand vous avez froid au bureau, vous pouvez pas bosser correctement et c'est tout. Et ça, c'est pas acceptable. Si on en arrive là aujourd'hui, c'est de fait, je dirais, pas supportable. Faut arrêter un peu. Et puis, de toi à moi, je serais le premier à aller vérifier s'il est vraiment en pull et s'il a vraiment 16 ou 17 ou 18 degrés dans son bureau, quoi. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, il le voit, il se montre à l'image, hein, donc. Et puis, en revenir à l'écologie, je sais pas si tu te souviens, Madame Hidalgo voulait faire interdire, ou elle a peut-être fait interdire les cheminées dans Paris, parce que les émissions de CO2, le feu de bois, et alors qu'aujourd'hui, on pousse tout le monde, tous ceux qui ont des cheminées de maison, à acheter du bois, à tel point que j'ai voulu acheter quelques stères, et il y en a plus de disponibles. On m'a dit, non, j'en ai plus. Faut aller faire un petit tour dans la forêt, mon Karim. Non, mais tu vois les paradoxes, quoi. C'est complètement débile, et non, c'est pas débile. C'est malhonnête en réalité parce que les mensonges politiques, on est en train, les crises nous les font découvrir. Manque d'anticipation. Non, c'est pas de l'anticipation, c'est qu'on ment en permanence. On fait de la politique et on fait pas en fait de l'action efficace pour le bien de la communauté. Voilà. Dans un instant, retour à l'actualité politique internationale avec Vladimir Poutine qui a annexé cet après-midi, a annoncé l'annexion de 4 régions d'Ukraine. La volonté de millions de personnes, dit-il Vladimir Poutine. L'Occident rejette
catégoriquement ces annexions, ne les reconnaît pas. Ces référendums parlant de simulacre, de mascarade. 99% je crois. Voilà, donc c'est des scores à la Ben Ali, on peut le dire. En tout cas, voilà, on en reparle dans un instant avec c'est l'actualité du jour, c'est le fait du jour. Et on parlera toujours et encore de la Russie avec la dernière déclaration d'hier de Vladimir Poutine qui parle de l'Occident qui, selon lui, est en train de s'effondrer. Avec l'annexion de ces référendums de ces 4 régions d'Ukraine, sommes-nous là à un tournant dans cette guerre en Ukraine? On en reparle avec vous au 01 40 33 9000 avec Karim Alouache et Tarek Mami, normalement, s'il nous rejoint. A tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous avec Karim Alouache, notre banquier, et Tarek Mami qui nous a rejoint. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nadège, bonjour Karim. Alors Karim est notre banquier et moi je suis votre journaliste. Voilà, c'est ça. Je suis pas votre banquier. Non, c'est Christophe qui vous présente comme ça. J'exerce la profession. Non, je vais vous dire Tarek, pour être banquier de Karim, il faut être blindé. Ça risque Karim, votre banquier, il faut que vous soyez millionnaire. Ça risque pas quoi. Ah non, c'est pas suffisant. Pour autre chose encore. Ah bah il faut plus que millions. Il y a combien de zéros derrière? Bah écoute, moi j'ai à 3-0 je m'arrête. Hein. Non mais je travaille en fait joueur, pour des. Mais moi je travaille pour des États aujourd'hui et l'unité de compte c'est le milliard. Voilà. Est-ce que vous travaillez pour l'Ukraine, tiens? Alors, ma banque est installée en Ukraine. C'est une très grande banque de réseau en Ukraine. Oui, on est installé là-bas. Ouais. Bon, bah ça tombe bien. On va parler de Vladimir Poutine, qui est président de la Russie, lui, et qui vient d'annoncer l'annexion de 4 régions d'Ukraine cet après-midi. Et il a appelé Kiev à retourner à la table des négociations, à un cessez-le-feu. Zelensky lui a répondu que tant qu'il y aura Poutine au pouvoir, nous ne négocierons pas. L'Ukraine qui annonce également faire une demande pour intégrer l'OTAN. Voilà un petit peu les dernières infos du jour. Dans le fait du jour. Tarek, Mami, l'annexion de 4 régions d'Ukraine, l'Occident la rejette entièrement, parle d'un simulacre. Les mots, les adjectifs ne manquent pas pour parler de ces annexions que personne ne reconnaît à part Poutine, nous dit-on. Moi, j'adore la langue française parce qu'à chaque mot, elle donne un autre mot. En France, on dit annexion. De l'autre côté du rideau de fer, l'ancien, on ne dit pas annexion. Et il dit qu'elles ont rejoint, qu'ils ont adhésion. Donc il y a annexion, adhésion. Déjà, utiliser les mots signifie la prise de position. Donc je ne sais pas si c'est une annexion, une adhésion. Il se trouve qu'il y a... Tu as vu le résultat, c'est plutôt une adhésion, mais bon. Oui, après, il y a eu des référendums qu'on peut contester. Vous savez, le seul, depuis en gros 1960... le seul partage de pays qui a été validé par la communauté internationale, vous savez lequel? C'est le Soudan, parce qu'il y a des richesses et des pétroles dans le Sud-Soudan, et que le Nord-Soudan, ils sont chrétiens, et le Nord-Soudan, c'est plutôt des musulmans, et donc on a libéré, entre guillemets, depuis tous les référendums, machin. Et puis il y a un autre référendum, au Maghreb qui n'a jamais eu lieu. Et puis il y a le problème de la Turquie. Qui avait été pourtant promis. Hein. Oui, et en Turquie, donc il y a une partie de Chypre coupée en deux. Et vous avez donc hier, pour terminer, non pas sur l'Ukraine, mais pour la politique internationale, le délégué chinois à l'ONU qui dit que la résolution de la question palestinienne n'est pas un problème de sentiment, de donner des choses, mais une simple question d'application de la loi internationale, ce que l'ONU ne fait pas. Donc, en fait, nous sommes en Occident, nous écoutons le discours, et nous sommes heureux d'être ici, le discours occidental, et le discours occidental veut que l'Ukraine a raison, la Russie a tort, c'est une annexion, on prend acte, on réfléchit, on avance. Karim. De toute façon, là, on arrive à un point d'étape puisque on est à un tournant. Non, mais c'est pas avec ce référendum. En tout cas, on est à l'aboutissement de la raison pour laquelle la Russie est entrée en Ukraine. Donc ça y est, c'est fait. Entre guillemets, on pourrait dire que côté Poutine, il a ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est prêt à discuter. Son objectif est atteint. Hein, c'est ce qu'il voulait. Presque. Enfin, en tout cas, c'était sa motivation. Ouais. Donc lui, il est maintenant disposé à discuter. Bien sûr, de l'autre côté, ça ne va pas discuter. Bien sûr, ça rejette. Validation à 99%. J'ai envie de te dire, un référendum à 99%, où que ce soit dans le monde, c'est toujours un peu suspect. Oui. Quelle que soit la question. Maintenant, la réalité,
la réalité, moi, je tiens à dire une chose quand même. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est aux portes de chez nous. Hein. Ce n'est pas de l'autre côté du globe. Et il va bien falloir qu'à un moment donné, cette histoire se termine parce que si vous regardez actuellement les grands perdants, quand vous regardez le rouble flambe et on sait pourquoi, mais si vous regardez les grands perdants en ce moment, c'est l'Europe. C'est l'euro. C'est l'Europe. L'euro est en train de fondre. La livre sterling qui s'est complètement... Ce matin, oui, j'étais étonné de leur ça. Non, mais ça suit la même logique et qui rattrape de l'autre côté, c'est le dollar. Le dollar, se porte bien, là. Non, mais le dollar, il marche très fort. Je vous rappelle qu'il y a des pays là qui se rapprochent de l'OTAN, mais il faut savoir une chose, c'est que les pays, quand ils adhèrent à l'OTAN et quand ils rentrent dans l'OTAN, ils doivent reconstituer et ils achètent des armes. Des armes nécessairement américaines. Nécessairement américaines, en tout cas pas françaises et autres. Alors vous savez, il y a un terme, quand même, je vous coupe, parce que moi j'ai vu ça, il y a un terme qui s'appelle interopérabilité des armes. Et pour que ce soit interopérable, il faut que ce soit des armes américaines. Oui, enfin, on peut toujours trouver c'est dans les conditions. Hein. Oui, mais on peut toujours trouver de bonnes raisons. Ça va prendre du temps pour intégrer l'OTAN pour l'Ukraine ? Oui, et je pense qu'ils intégreront pas. Et que ça pètera s'ils intègrent, parce que à la base, ça sera un cataclysme. Ça sera encore une nouvelle provocation là. Non, là, ça sera un vrai cataclysme. Et en plus de ça, faut pas déconner, c'est à côté de chez nous. Hein. Quoi qu'on est capable quand même. C'est comme quand Tchernobyl a explosé, tout le monde disait non, mais vous inquiétez pas, le nuage, il va pas traverser les Alpes. Il s'est arrêté en Alsace. Oui, non, mais ça peut aller très vite. Quand on voit aujourd'hui le traitement qui est réservé et fait à l'Ukraine. Ça peut aller très vite. Et puis, je crois, faut être réaliste et honnête. On n'est pas là. C'est facile. C'est comme toutes les luttes et tous les combats. Aller faire dans son canapé au chaud, c'est facile. Hein, quel que soit. Mais quand c'est sur place, c'est difficile. Autant on a vu des Russes fuir la Russie parce qu'ils ne veulent pas être enrôlés dans l'armée. Je ne suis pas convaincu que demain, des Européens iront sur le front ukrainien pour aller se battre contre les Russes non plus, dans l'autre sens. Hein. Et il n'y aura pas grand monde. Donc, il est temps que cette affaire s'arrête le plus vite possible, parce que les grands perdants, c'est pas que les Ukrainiens, ça sera pas les Américains, les grands gagnants seront les Américains, quoi, dans ce sens-là, et nous on va prendre cher, quoi. On va vraiment prendre très cher. Moi je suis pas à l'aise quand Macron provoque et pousse à ce point aux Nations Unies les rapports de force. Je sous-estime pas la puissance de frappe de la Russie. Hein. Ils sont loin d'être... c'est pas la Russie des années 90. Hein. Bah, c'est l'ours qu'il ne faut pas aller provoquer chez lui. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire, finalement, au travers des déclarations pour l'heure. Et au lieu d'attendre une annexion et les armes et autres, au lieu que le président ukrainien aille dire « je vais rentrer dans l'OTAN ». Vous savez, imaginez l'inverse si demain... non, mais c'est même pas bien d'imaginer. Rappelez-vous Cuba, quand même. Rappelez-vous Cuba, quand les Américains ont pensé que les Russes allaient mettre des bases militaires russes à Cuba, ils ont débarqué tout de suite. Hein. Ils n'ont pas attendu, donc... Non, moi je crois qu'il faut... d'abord, la priorité, ça doit être la paix. Et la négociation. Et que de toute façon, par la force, on n'arrivera à rien. L'embargo sur la Russie, rigolade. Hein, ils sont en train de... En fait, on s'est mis une balle dans le pied. Tu sais, quand on a pris les mesures en disant oui contre la Russie, on sait même pas... Il n'y a même pas quelqu'un qui s'est dit mais les gars, arrêtez de déconner. On apporte toute notre énergie de Russie. Qu'est-ce qu'on fait après? Et alors, c'est l'Allemagne qui va morfler surtout. Hein. Alors... Il y a l'Allemagne. Vous avez vu la virulence de la présidente de l'Union européenne. Alors elle est complètement... non, elle est excessive. C'est Madame van der Leyen. Voilà. Et moi, la chose que je me pose comme question, qui l'a élu cette dame pour tenir ce discours à la place des 360 millions, je ne sais pas combien qu'on est en Europe? À qui profite le crime, comme dirait... À quelle légitimité? Comme dirait... Et alors, vous avez remarqué, aujourd'hui, quoi que vous achetiez, hein, si les travaux... ou des travaux de maintenance, etc. Alors, on nous invoque tous l'Ukraine. Augmentation à outrance, 15, 20, 30%, à cause de la guerre en Ukraine. Tout vient d'Ukraine, on a l'impression, aujourd'hui. Ukraine s'entredimente. Ouais, c'est ça. C'est plus la Chine. Non, en fait, il y a des vraies raisons et il y a de vraies fausses ou mauvaises raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer des biens de consommation, ils font de l'énergie de toute façon. Donc, il y a un impact sur le coût de l'énergie, ça s'entend. Le blé aussi.
Après, vous avez, je pense, au moins un bon tiers qui sont purement des augmentations spéculatives, parce qu'il y a toujours des personnes, et qui sont nombreuses, qui profitent des situations pour engranger un maximum de fric. Et c'est une réalité, on va pas se mentir. On pourrait retrouver, donc il y a le coût de l'énergie, ok, mais pas pour tout le monde. Ce qui est assez hallucinant, personne n'en parle, et ça étonne personne, et ça choque personne, et que les Indiens n'ont pas fait... L'Inde n'a pas pris de mesures... contre la Russie. Personne. Voilà. Quand vous prenez la carte du monde, en fait, ceux qui ont pris les mesures, c'est l'Europe de l'Ouest, le Canada, l'Australie. Et pas tout le reste du monde. Et j'ai découvert, mais par hasard, à un moment donné, qu'il semblerait que les Indiens achètent beaucoup plus de gaz que d'habitude, et en fait, ils le revendent au pays du Commonwealth à prix coûtant, quoi. C'est assez hallucinant. Bien sûr que les Allemands peuvent plus tenir. Et puis, on revient encore à eux qui étaient à fond dans l'écologie, qui ont fermé leur programme nucléaire et tout. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils démultiplient les mines de charbon. En termes d'écologie, de pollution, je crois qu'il n'y a pas pire que le charbon. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné arrêter tout ça, stopper, se mettre autour d'une table et discuter, parce que on n'en sortira rien de bon. Il va y avoir encore des milliers de morts. Et de toute façon, ça se finira par de la discussion à un moment donné. Donc, autant le faire le plus rapidement possible et essayer d'avancer. Ça, on ne prend pas le chemin pour l'heure. Mais Tarek, sommes-nous à un tournant finalement avec... ces référendums aujourd'hui, avec cette demande d'intégration de l'OTAN de l'Ukraine? Alors, moi, je ne crois pas à l'intégration. Ils peuvent faire toutes les demandes qu'ils veulent. D'ailleurs, comme l'Union européenne, il y a un chemin à faire, il y a plein de conditions. Vous avez remarqué qu'on facilite beaucoup quand même, hein, non, mais on ne peut pas. Il y a, ne serait-ce que cet achat. Aujourd'hui, l'Ukraine ne paye rien. Et demain... pour rentrer à l'OTAN, il faut acheter les armes américaines. Donc, les Américains lui donnent. Non, mais attendez, voilà. On va arriver sur ce point-là. Allez-y. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a eu des discussions, il y a eu des écrits. Est-ce que l'argent qui va en Ukraine est de l'argent prêté ou donné? Mais ça change la donne quand même, hein, parce que si c'est prêté, il va falloir un jour rembourser. Non, pour le moment, c'est donné 30 milliards de dollars en armes. Vous savez, Par contre, non, mais la précision, vous êtes banquier, donc il y a 30 milliards de dollars en armes données, et il y a 20 millions de dollars d'investissements prêtés. Ouais. 20 millions ou milliards? Milliards, voilà. Des milliards. 30 donnés, parce que pour faire la guerre, il faut aller emmerder Poutine. Vous savez, par exemple, que pour aider l'Ukraine, la France a donné beaucoup des armes, des chars, etc. Mais elle s'est dépouillée aujourd'hui. Si elle devait faire quelque chose, alors ça tombe bien parce que n'a plus rien. J'ai assisté à plus grand chose en tout cas. J'ai assisté à une conférence de presse entre journalistes accrédités du côté de l'Élysée, et c'était sur ces histoires d'armes. Et moi au début j'étais naïf, mais après j'ai compris à la fin de la séance questions-réponses avec le Conseil des présidents. J'ai demandé est-ce que la France connaît le pourcentage de l'équipement en armes non américaines de l'OTAN, et notamment française. L'armée française s'est dépouillée de cette partie, donc demain tout le monde va racheter des armes. Est-ce qu'au moins la France va vendre autant de pourcentage d'armes qu'elle avait avant ou pas? Non, mais c'est clair que ça sera beaucoup moins. La réponse, c'est qu'à ce stade, on n'a pas encore fait d'études. Oui, mais bon. Oui, bon. Donc on se dépouille. Je ne vais pas vous refaire déjà hors contexte l'histoire des frégates avec l'Australie et autres, et des avions derrière. Attends, ça fait mal. Dans un instant, Vladimir Poutine a eu une déclaration hier qu'on écoutera dans un instant. Il parle de l'Occident qui est au bord de l'effondrement, dit-il. A-t-il raison? On en reparle dans un instant. 01 40 33 9000 avec vous. Et je rappelle la battle tout à l'heure, c'est cette question finance islamique. J'ai profité de la présence de Karim. Arnaque ou véritable alternative? On sait que il y a un temps, à l'époque, quand elle était ministre de l'économie, Madame Lagarde avait vanté les mérites de la finance islamique. Est-ce que pour autant, voilà, c'est une arnaque à 65% pour ceux qui ont voté sur Twitter. Donc, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la finance islamique? Bah oui, mais en même temps, je les comprends. Parce que quand on regarde de plus près, sincèrement, il n'y a rien de bien intéressant dans tout ça. Après, ça dépend dans lequel prisme on se place. Voilà. Bah oui, c'est là où évidemment la réponse est dans la question. À tout de suite. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. France Maghreb. Toute sa région.
Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, votre talk de fin d'après-midi. Continuez de voter, de répondre à la question sur la finance islamique, arnaque ou véritable alternative. On en débat tout à l'heure en fin d'émission. Comme d'accoutumé, pour l'instant, nous sommes avec Karim Alouache, banquier d'affaires. Faut pas oublier d'affaires. Et Tarek Mami, journaliste sur France Maghreb 2. Et je vous propose d'écouter, afin de la commenter, de l'analyser, cette déclaration de Vladimir Poutine prononcée hier. Actuelle, des conflits se dégradent et de nouvelles menaces apparaissent. Nous devons donc former un ordre du monde plus juste. Cela est lié au problème de l'hégémonie actuelle de l'Occident qui est en train de s'effondrer. Et nous voyons les conséquences. Il s'accroche au passé et il cherche à imposer la politique du diktat dans toutes les sphères de relations internationales et de l'économie. L'Occident collectif crée de nouvelles crises, de nouveaux problèmes. Et il fait pression sur les pays qui choisissent une voie de développement souveraine et qui ne veulent pas se soumettre et qui veulent choisir librement leur avenir. Bon, traducteur de BFM TV, pas top, hein. Mais en tout cas, c'était aujourd'hui, c'est pas hier, ça. C'était hier après-midi. Ah bah c'est les mêmes phrases que du discours d'aujourd'hui. Bah oui, mais on va les répéter. En tout cas, l'Occident est-il en train de s'effondrer, Tarek Mami? C'est la question. Alors, je réponds, si vous permettez, cher Christophe. C'est l'analyse, en tout cas, de Poutine. Oui, à la première partie de votre question à laquelle j'ai pas répondu. Donc non, elle ne pourra pas, l'Ukraine, rentrer à l'OTAN, et pas demain, en tout cas, pas très vite. Et deux, est-ce qu'il y a un changement de paramètres avec les annexions, les adhésions des 4 régions de l'Ukraine aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, là je parle comme occidental, je ne parle pas comme analyste, j'allais dire russe, à tort ou à raison, la Russie va installer ses armes sur ce territoire ukrainien et va considérer que tout nouveau bombardement ukrainien et surtout occidental est une déclaration de guerre à la Russie. Et donc là, je ne dis pas que ça change tout, mais ça change fondamentalement la situation. Et là, quand il dit « je peux utiliser mes armes nucléaires tactiques et tout ça », c'est pour défendre un territoire qu'il considère aujourd'hui comme le sien. Comme acquis. Voilà. J'inverse la question. Moi, j'adore la question palestinienne, la question israélienne. Il y a eu combien d'annexions en Israël? Et il y a combien de personnes qui, à part... Alors, on vous répondra, c'est pas pareil, monsieur Mami. Je prends acte. Voilà, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est tout. Vous comparez 2 situations qui ne sont pas comparables. C'est pour ça que je pense que la suite de pour moi, je vois la fin du référendum comme une capacité maintenant à se mettre autour d'une table et discuter. Sauf que je dis pas qu'il est clean et tout, on est d'accord là-dessus, on va pas en rediscuter. Tout référendum à 99% pose question, mais il est temps maintenant de se mettre autour d'une table. De toute façon, dans une guerre, il y a discuter pour être 2 carrément. Non, mais mais de toute façon, dans une guerre, il n'y a pas de bon gagnant ou de bon perdant. C'est le gagnant qui impose. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que ça se termine. L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Et moi, je pense que les premières victimes, c'est le peuple. Et plus ça dure, plus on va faire de victimes. Non, mais vous pouvez rajouter... probablement arriver au même résultat. Vous pouvez rajouter que Zelensky, depuis tout le temps jusqu'à hier, il dit « Nous arrêterons quand nous récupérerons tous les territoires et quand nous récupérerons de nouveau la Crimée. » Alors vous voyez l'Ukraine, même les États-Unis, aller récupérer la Crimée. Et aujourd'hui, il déclare, Zelensky, nous ne négocierons pas tant que Poutine est au pouvoir. Alors moi j'ai lu dans le journal Le Figaro, qui est un journal sérieux, qui a posé des questions sur l'analyse des 3 derniers ambassadeurs de France à Moscou. Et une dame, donc il y avait 2 hommes et une dame, et elle dit, moi je peux vous dire, et elle le dit avec, froideur, c'est-à-dire lucidité, que ceux qui viendront derrière Poutine sont encore plus nationalistes et pire que Poutine. Et donc l'Occident aujourd'hui a intérêt à négocier un peu avec Poutine, parce que les suivants, eux, ils ne connaissent que la revanche. C'est ça. Et alors, est-ce que quand Poutine dit que l'Occident est en train de s'effondrer, Tarek Mami? Alors, l'Occident ne s'effondre pas. L'Occident, aux yeux de la Russie, de la Chine, de l'Inde,
de l'Iran et d'autres pays n'est plus un exemple, parce que je l'ai écouté moi tout à l'heure, le discours de Poutine, en tout cas une partie, et il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire que dans la maison, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, il n'y a plus que parent 1, parent 2, et un genre troisième que personne ne connaît. Nous ne pouvons pas accepter ou admettre ou même comprendre ce genre de genrement. Et c'est ça, si vous voulez, parce qu'il y a au-delà de l'économie, parce que l'Occident a gagné la bataille de l'économie libérale, voudrait gagner la bataille de l'idéologie libérale, et ça passe pas selon les cultures, selon les idéologies, selon les histoires. Ouais. Allez dire à un hindou qui, à ce jour, considère qu'il y a les basses classes et les hautes classes et qu'on ne touche pas à la vache qui traverse l'autoroute, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il y a genre 1, genre 2, genre 3. Non, mais sans aller si loin, regarde non, aux mais États-Unis. on va si loin pour montrer... Aux États-Unis, c'est quelque chose qui passe pas, hein, Oui. et qui passe très, très difficilement quand on voit qu'ils remettent en question totalement des lois comme l'avortement. Ouais. Attention, il ne faut pas se tromper, hein, c'est pas que les pays... moi, je crois qu'on a tendance à... Moi, je ne crois pas à une société qui perd toutes ses valeurs et toutes ses différences. D'un coup, en 10 ans. Une société ne peut pas être lissée. C'est-à-dire que une personne en France, en Allemagne, en Italie, en Australie, en Inde, en Asie, ont des différences, et c'est ce qui fait, en fait... la force des choses, et il faut pas non plus que la tolérance, pseudo-tolérance devienne l'anti-racine ou l'anti-culture. Karim, on peut pas l'Occident tous est-il en avoir la train de même culture. s'effondrer? J'aimerais bien qu'on revienne à ma question. Comment? L'Occident est-il en train de s'effondrer? Ah bah l'Occident souffre, bah oui, il suffit de voir le cours de l'euro, c'est tout, bah oui. Non, moralement, il est en train de s'effondrer. Parce ouais. qu'une société ne peut tenir que sur un minimum de consensus sur lequel tout le monde tient. Mais en France, allez voir, comment ça s'appelle, la fameuse église du 6e arrondissement de l'extrême droite, allez écouter les discours des Français du 16e arrondissement, et vous allez trouver si genre 1, genre 2, genre 3 passe ou pas. Ah non, mais on est en train de mélanger pas mal de sujets. L'Occident, les États-Unis ne souffrent pas du tout. Hein. Les États-Unis, je pense que là, ils ont démarché pour un certain nombre d'années, et leur économie est extrêmement florissante. Et la preuve, le dollar n'a jamais été aussi haut et aussi fort. L'Europe eh bien, souffre. Elle a déjà beaucoup souffert avec le Covid, puisqu'elle s'est rendue compte que à force d'aller externaliser tout pour produire moins cher, que je vais être dur. Là, le patron de Pfizer a été quitte à produire de la merde, maintenant on revient un peu aux valeurs, et puis on se rend compte que si on veut réindustrialiser l'Europe, il faut des énergies. Et boum, il y a la guerre en Ukraine, donc on a encore plus d'énergie. Non, il faut, pour le bien de tous, il faut que ça se termine rapidement. Et pour que ça se termine, c'est pas quelque chose qui se terminera par la force. On ne gagne pas ce type de guerre, on ne gagne pas une guerre. La guerre, c'est toujours une défaite pour le peuple. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, ça reste toujours une défaite, et c'est terrible. Et j'espère que nos générations et les générations à venir ne connaîtront jamais ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on négocie, qu'on discute, qu'on apaise les choses, et les morts et les victimes, de toute façon, on les récupérera jamais. C'est déjà beaucoup trop. Bon. Alors, on va voir comment ça va se passer, si effectivement la négociation sera au rendez-vous pour terminer cette guerre. En tout cas, c'est pas pour l'instant. Il n'y aura pas pour l'instant des négociations. Ouais, ça risque de durer comme ça dans le temps. Oui, aujourd'hui, en fait, Poutine a gagné cette partie de la guerre. Il est rentré pour sauver, entre guillemets, là le terme est plutôt pro-russe, les russophones qui habitent dans cette région. Les républiques autonomes, les républiques, qui eux ont été bombardés depuis 15 ans par l'armée ukrainienne sans que l'Occident ne parle de droits de l'homme. Ça, c'est la première partie. La deuxième, après la pub. Après la pub, et on parlera un petit mot aussi de la Tunisie. Hein. On a vu des vidéos là apparaître sur les réseaux sociaux. Tarek Mami, c'est la pénurie totale de sucre, d'huile, etc. Moi, vous allez nous donner des infos là-dessus, parce que peut-être que, voilà, aussi sur les réseaux, on en rajoute peut-être un peu, on ressort des vieilles vidéos. Quelle est réellement la situation aujourd'hui de la Tunisie? On en reparle. Économiquement dramatique. Absolument. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Karim Alouache, Tarek Mami sur France Maghreb 2. Et comme on est bien dans les temps là et qu'on est plutôt bon, ça nous laisse le temps de parler un peu de la Tunisie. Parce que par exemple, Tarek, d'ailleurs je vous l'ai envoyé, j'ai vu des vidéos de pénurie, de bagarres dans les magasins pour du sucre.
On en est là aujourd'hui en Tunisie? Oui, alors moi j'ai passé un mois en Tunisie Ouais. pour mon propre plaisir, mais comme j'ai cette mauvaise tendance d'être journaliste, de regarder ce qui se passe dans le pays, la situation économique est dramatique. Moi, je vais... À qui la faute? Alors, la faute, vous savez qu'est-ce qu'ils ont... La presse française avait inventé un système, un mot pour l'Algérie pendant les années, la décennie noire. Vous avez oublié, cher Christophe et les auditeurs, mais le mot c'était système. Ouais. Aujourd'hui, en Tunisie, c'est la faute du système. C'est quoi le système? C'est le départ de Ben Ali, c'est l'euphorie de la liberté, de la démocratie, tout ce que vous voulez. Et c'est l'effondrement de l'État tunisien dans ses structures redistributives et distributives. Vous avez des gens qui vont occuper des maisons vides, ce qui ne se faisait pas avant. Vous avez des gens qui vont exploiter des territoires, j'allais dire déjà des terrains agricoles qui ne sont pas les leurs. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'État en Tunisie. Et vous C'est l'anarchie, avez... quoi. Oui, c'est de l'anarchie. Sur ça, il y a le président Kais Saïed qui a été triomphalement élu en 2019, qui... tout seul dans son palais, moi je lui dis une fois, hein, décide de tout. Et comme il n'est pas entouré de gens de compétences, parce qu'il ne les connaît pas ou il ne veut pas avoir confiance, donc ça donne un type qui est dans son palais et qui prend les décisions tous les jours, y compris contre la corruption, y compris contre cette accumulation, y compris en appelant l'Algérie qui envoie je ne sais pas combien de tonnes de sucre et qui met beaucoup d'argent dans la Banque centrale de Tunisie en prêt. 50 millions de... Beaucoup, c'est la deuxième fois, la première distribution, fois. là. Oui, oui, c'est énorme. Aujourd'hui, en fait, vous n'avez plus de pilote dans ce pays. Et le président, au lieu que, quand il estime avoir gagné sa guerre, entre guillemets, parce que c'est sa guerre à lui contre Nahda, parce que Nahda l'a ridiculisé, au lieu de s'entourer maintenant des compétences et des gens qui savent et des pas, il est tout seul. Là, il vient de nous pondre 2 lois. Le mec s'assoit dans son bureau, écrit une loi tout seul. Comme il n'y a pas de conseil constitutionnel. Ah bah il est constitutionnaliste. Non, mais il n'y a pas de conseil constitutionnel. Il n'y a pas de force d'opposition. La première loi, donc, sur le principe, elle est très bien, mais le contenu, c'est contre le fake news dans Facebook. 5 ans de prison. 50 millions, je ne sais pas quoi, d'argent. Donc le juge a une loi. Quand le mec va passer, quand la personne s'applique ça. La deuxième loi, changement du mode de scrutin en Tunisie, très bien. On passe du scrutin de liste à un tour, un scrutin à 2 tours comme en France. Sauf que les Tunisiens d'étrangers avaient 18 députés, ils passent à 10. Les Tunisiens de France avaient 10 députés, ils passent à 3. Et aujourd'hui, il faut aller chercher ce qui n'existait pas. 400 parrainages, dont 50% sont coupés en deux. Il faut donc en gros 25% de jeunes de moins de 30 ans, 25% de femmes. Qui, si vous voulez, dans ces pays, a déjà une aura de 400 personnes pour avoir les parrainages. Et Par les rapport au nombre d'habitants, c'est énorme. 400. Ouais. Et puis les parrainages... Aujourd'hui, c'est 500 en France. Bah, pour les présidents de la République, pas pour les députés. Les parrainages, c'est pas 400 personnes, c'est 400 personnalités. Non, mais en Tunisie, c'est Ah, vous parlez pour les députés, là? Pour les députés. Ah oui, d'accord. C'est pour les députés. En France, il n'y a pas besoin de parrainage pour être député. Bah oui, donc en Tunisie, pour le président de la République, c'est 500, ouais. C'est normal, sur tout le territoire, et sur tous les territoires nationaux. Et pour législative, c'est 400 sur la zone sur laquelle vous allez vous présenter. Moi, j'ai décidé de me présenter à Tunis. Ou à Djerba, je veux dire. Il me faut 400 personnes de Djerba. Pas 400 personnes, 100 à Djerba, 20 à Kasserine, 3 au Kef. Donc ça devient du n'importe quoi. Et ceux qui sont contre ce président profitent de cette situation politique désagréable pour appuyer là où ça fait mal sur l'économie. Le but, pour moi, c'est comment faire révolter les Tunisiens qui soutiennent Kais Saïed contre lui. Alors, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques taquins à la Tunisie, Tarek, qui disent vous êtes devenu une colonie algérienne. J'ai déjà répondu la semaine dernière et j'ai reçu 3 ou 4... moi, je peux répondre à ça? Oui, Karim, répond. Moi, j'ai envie de dire... parce que ça, je l'ai déjà entendu. Oui, bah ça, on l'entend beaucoup. Hein. Je l'ai déjà entendu, et moi, je suis très heureux que les Algériens d'Algérie, et même de France, moi j'en fais partie, aillent en Tunisie et aillent consommer, dépenser, passer du temps,
En plus, c'est sympa. Et en plus, c'est vraiment très sympa. Etc. Djerba en particulier. Mais ceux qui disent ça, moi j'ai envie de leur répondre, eh ben, allez-y, pourquoi vous ne faites pas vous Non mais c'est vrai. Vous devez pas non mais si la Tunisie est un pays annexable par qui veut l'annexer, ben allez-y sur place, allez en vacances, allez consommer, allez dépenser, achetez des biens de consommation, faites vivre l'économie locale, permettez à des gens qui sont des gens en galère d'avoir des salaires et de vivre décemment. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que la vie est difficile là-bas, mais à aucun moment, sincèrement, j'ai passé 3 semaines cet été, à aucun moment, les gens vous font ressentir leurs difficultés et ils restent extrêmement professionnels. Franchement, je les ai trouvés... Djerba, c'est à part quand même. Écoute, moi j'ai circulé cet été. Ouais, non, mais faut le dire, Tarek, Djerba, c'est à part. Oh non, Djerba, parce que c'est une tradition, mais moi j'ai circulé en Tunisie. J'ai trouvé plein de nouveaux restaurants qui s'appellent restaurants du Maghreb arabe. Ce qui est quand même, dans une période de crise, un peu étonnant. Attendez, je vais à Sousse, c'est un trottoir pourri, il y a les affiches 4x3. Bienvenue à nos frères algériens qui sont chez eux en Tunisie. Devant Franprix, Monoprix. À l'entrée de Monoprix, Algériens, touristes en Tunisie, vous êtes chez vous en Tunisie. Donc ça, c'est pas un parti politique qui a dit tiens, on va faire ça. Il y a une espèce d'ambiance à la douane, à l'entrée, à la frontière. Pareil, le mec il passe, il voit une affiche bienvenue. Et vous allez rire, mais en Algérie. Les gens de l'Est algérien disent qu'est-ce que vous avez fait aller en Tunisie. Donc du coup ça fait décliner le tourisme en Algérie en fait, parce que les gens se barrent à côté. Donc c'est complètement débile. Quant à cette phrase c'est une phrase de provocation. Oui, c'est pour ça. Pour ceux qui ne pour ceux qui n'apprécient pas, là je vais parler en politique, pour ceux qui n'apprécient pas les bonnes relations entre la Tunisie et l'Algérie, contrairement aux mauvaises relations de l'Algérie avec le Maroc, et subsidiairement depuis le début de l'été, les mauvaises entre la Tunisie et le Maroc. Je te rappelle quand même il y a un ministre algérien qui a invité le roi du Maroc à la conférence arabe. Alors, attends, bonne question. Est-ce que c'est l'Algérie ou est-ce que c'est la Ligue arabe? C'est l'Algérie au nom de la Ligue arabe. Parce que l'Algérie organise. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je rappelle toute cette semaine à la radio, à tort, je croyais que la phrase était de Bismarck. Après vérification, la phrase, elle est de Napoléon. Et Napoléon, il dit on doit faire la politique de sa géographie. On doit d'abord s'entendre avec son voisin immédiat avant d'aller plus loin. Mais moi, je crois qu'on va y arriver au Maghreb United. Oui, bien sûr. Non, mais on va y arriver. Oui, on en est super proche, mon Karim. Alors là, c'est magnifique. C'est pas plus utopique en ce moment que de dire ça. Allez, on y retourne dans un instant. J'ai une petite pub VIP. Ça, par contre, Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Voilà, l'avantage de la pub VIP, mon Karim, c'est que ça dure pas longtemps. Voilà, tu vois. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Je rappelle la battle tout à l'heure à laquelle vous pouvez répondre d'ores et déjà sur Twitter, le Grand Forum FM2, sur le compte officiel de l'émission, à savoir finance islamique, arnaque ou véritable alternative. C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez, bien sûr. Je pense que j'ai pas regardé les derniers résultats. Nadège va le faire pour moi. On était à 63 là. D'accord. Donc ça a un tout petit peu baissé pour l'arnaque, pour 63%. Véritable alternative pour les autres. On en débattra tout à l'heure. Karim Alouache, Tarek Mami. Pour l'heure, tiens, puisque on a un peu ouvert la parenthèse et qu'on en a parlé aussi cette semaine, et pas plus tard qu'hier d'ailleurs, de cette Ligue arabe qui aura lieu le 1er novembre, organisée à Alger. Ligue des États arabes, qui n'est pas la Ligue arabe. En Europe, on dit l'Union européenne, on ne dit pas l'Union des États européens. Oui, bon, si vous voulez, la précision est apportée. Cependant, elle se déroulera donc à Alger le 1er novembre prochain. Et effectivement, alors beaucoup de commentaires. 1er et 2, hein. Oui, 1er et 2, mais a priori. Oui. Non, parce que j'ai entendu janvier. Non, novembre. Oui, novembre. Vous avez raison. Et beaucoup de commentaires par rapport au fait que l'Algérie ait envoyé un ministre, donc le ministre de la Justice, remettre en main propre une invitation
au roi Mohamed VI pour venir y participer. Jeune Afrique avait révélé d'ailleurs quelques jours plus tôt que le roi Mohamed VI viendrait. Je m'interroge beaucoup sur sa venue en Algérie, particulièrement à Alger. Mais ceci étant, ça a suscité beaucoup de réactions en disant l'Algérie tend la main et on parle de réconciliation. Franchement, est-ce qu'on se trompe pas de sujet, Tarek Mami, quand on en est là parce que... Non, on ne se trompe pas de sujet parce que le roi viendra s'il vient pour parler des problématiques des États arabes et pas des problématiques entre l'Algérie et le Maroc. Tout à fait. D'où ma question. Est-ce que l'invitation faite au roi du Maroc, est-ce que c'est l'Algérie ou est-ce que c'est la Ligue des États arabes? Vous savez, les États arabes ont leur siège au Caire. Ouais. Et tous les ans ou tous les 2 ans, ils ont un sommet dans un pays. Oui. Et c'est le pays organisateur de ce sommet qui est chargé de lancer les invitations. C'est ça. C'est pas le secrétaire général installé au Caire qui envoie aux uns et aux autres. Donc c'est la Ligue, c'est le pays organisateur qui est chargé de lancer les invitations qui le fait de la Ligue des États arabes. C'est exactement ça. Il y a eu cette polémique. C'est important. Il y a eu cette polémique en Tunisie en 2005 quand la Tunisie a organisé ce qu'on appelle le sommet de l'information, quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelait l'ICI ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, je crois que c'était la dernière visite du roi Mohamed VI en 2005 en Tunisie. Non. Non. Non, il est parti juste après. Et mettez 50 guillemets la révolution en 2011 et il est resté... Non, mais pour la Ligue des États arabes. Je crois que c'était sa dernière présence en 2005. Non, mais 2005, on ne parle pas de la même chose. Je parle du sommet de l'information internationale d'accord. qui a eu lieu en Tunisie. Et l'ONU a dit à la Tunisie, si tu n'invites pas Israël, son ministre de télécommunications, il n'y aura pas de sommet en Tunisie. Et la Tunisie donc, a invité au nom de l'ONU, pour faire simple, Israël. Et quand il y a eu la polémique, la Tunisie a publié un texte pour dire une des conditions de pouvoir tenir ce sommet en Tunisie, c'est celle-là. Et comme on veut quand même le tenir parce qu'il y avait d'autres avantages et tout ça, bon, on le fait. Donc, si vous voulez, le pays organisateur, en fait, il applique une décision. Et vous avez très exactement la même problématique qui s'est arrivée en Tunisie lors de la visite du président du Sahara au mois de juillet, où la Tunisie a invité donc, tous les pays, y compris le Sahara, reconnus par l'Union africaine. Et vous avez cette situation qui est très, très difficile, où un pays qui organise, si lui, il n'est pas d'accord avec quelque chose, ben, il ne l'invite pas. Ouais. Et la Syrie a fait quelque chose de très intelligent, de très intéressant. Absolument. Puisque elle s'est décommandée. Enfin, elle s'est retirée d'elle-même. Pour ne pas gêner les Algériens. C'est ça. Qui les Algériens, ils ont dit nous. Qui les avaient invités. On va vous inviter. Et ils se sont retirés parce que d'autres, ils ont dit si la Syrie dit qu'elle va venir, nous on viendra pas. Et donc les Syriens ont joué ce jeu. Donc vous regardez comment c'est compliqué diplomatiquement de se dépêtrir de ce. Karim, comment tu vois tout ça? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, peu importe qui invite, pourquoi, comment, l'essentiel c'est que ça se fasse et qu'il y a des pas et qu'il y a des échanges parce que de toute façon, il va falloir que les États, je dirais, voisins arrivent à se parler, à travailler entre eux et à se sortir de toute cette situation assez complexe et difficile. Je dirais, tout le monde a besoin des uns et des autres. Mais qu'est-ce qui les réunit aujourd'hui à part la fraternité entre les peuples? D'abord, politiquement parlant, je parle. Alors, il y a deux choses. Il y a les peuples et il y a les à États. part. Non, mais la vision des peuples n'est pas du tout la même que celle des États. Ça, j'ai bien compris. Il suffit d'aller dans l'ouest de l'Algérie ou dans l'est marocain et vous verrez que les gens n'ont qu'une envie, c'est d'aller les uns chez les autres. Ils n'ont aucune... Moi, j'ai vu de belles images avec des footballeurs, des jeunes qui se saluaient des deux côtés de la frontière algérienne. Et de toute façon, moi, je crois beaucoup en l'avenir du Maghreb par ces relations économiques et j'ai pas envie de dire politique, parce qu'il y aura toujours des... La politique, c'est ce qui tue les pays, en fait, de plus en plus, sous couvert de la liberté, mais c'est ce qui flingue, en fait, tous les pays. Russie. C'est le même pays. Et on pourrait se dire exactement la même chose sur la France. Sans les politiques, la France, je pense qu'elle s'en sortirait beaucoup mieux, et elle ferait surtout moins de conneries. Mais les gens ont besoin, c'est avant tout, moi, je pense au peuple, et les peuples ont besoin qu'il y ait ces échanges. Donc moi, je ne vais pas être dans le débat, c'est lui qui l'a invité, c'est pas lui qui l'a invité. Si l'Algérie n'avait pas voulu l'inviter, il n'aurait pas été invité. Et en plus, quand tu connais un peu l'état d'esprit
et de la gouvernance, de la souveraineté algérienne. Personne ne va lui imposer quoi que ce soit. Moi, je trouve que aujourd'hui, c'est terrible. Sous couvert de la politique, on est obligé de trouver de faux prétextes pour pouvoir faire des choses dont on sait pertinemment que ça fait un petit peu avancer les débats. En tout cas, ça dépassionne. J'ai le sentiment, mais c'est une vision un peu lointaine, moi j'ai le sentiment que le fait de tout ça, ça déplaît pas aux Maghrébins, ça déplaît aux Occidentaux. Comme s'il fallait garder une étanchéité entre ces frontières. Moi, j'espère que ça va permettre le début d'autre chose. J'ai connu un homme d'affaires à Marseille, disant qu'il est d'origine maghrébine, sans rentrer ni dans les confessions, ni dans les trucs, et qui, lui, fait venir les tomates du Maroc, les traite à Marseille et les renvoie en Algérie parce que les Algériens et les Marocains ont décidé de ne pas échanger leurs tomates. Attendez, et il me dit le plus beau, c'est que les big chefs d'Algérie qui achètent chez moi savent très bien que ces tomates viennent juste transiter, repartir. Et l'autre sens, pareil. Et il me dit, ils sont tellement hypocrites, mais moi je fais des affaires, que je m'en fous. Mais s'ils avaient fait le transfert par bateau du Maroc en Algérie, le coût serait de 30% moins cher. Mais il y avait pire que ça. Vous vous souvenez, cet été, les frontières entre l'Algérie et le Maroc étaient fermées. Mais un Algérien pouvait aller à Tunis et prendre un avion pour aller à moi, je les ai rencontrés dans l'hôtel, c'est surpris. Et je vous le dis honnête, et avec un passeport algérien. Donc, les peuples ont besoin d'échanger, de parler, de circuler, de travailler ensemble. Quand l'Algérie a réouvert ses frontières avec la Tunisie, j'ai rencontré des Tunisiens qui me disaient je suis pas encore allé, mais je vais aller parce qu'il y a aussi beaucoup de Tunisiens qui vont en Algérie pour des raisons comme deux petites informations. On va accueillir aussi Abdel. Sachez, je vous rappelle que Madame Borne, la première ministre française, se rendra à Alger les 9 et 10 octobre prochains. Et elle va peut-être tenir un discours contre le sommet arabe pour leur dire vous avez la France, pourquoi vous allez chercher les Arabes. Elle va surtout emmener dans sa valise une invitation officielle de Emmanuel Macron pour Abdelmajid Tebboune, visite d'État prévue en janvier ou février 2023. Il aurait pu lui donner lui en direct puisqu'il était à Alger. Bah oui, mais bon, voilà. C'est l'occasion de revenir signer quelques contrats, peut-être, pour Madame Borne, qui sera accompagnée, dit-on, d'une grande délégation. Encore. Ah bon ? Ah oui, une grande délégation, dit-on. Abdel est avec nous, il a une question à poser. Bonjour Abdel. Bonjour, monsieur Mamie, j'ai une question à vous poser et surtout, est-ce que vous pouvez nous en dire plus puisque vous êtes journaliste? Moi, j'ai pas confiance tellement aux réseaux sociaux, donc là sur les réseaux sociaux, je vois alors c'est un journaliste marocain qui interviewe des bergers, apparemment, qui pleurent et qui crient, et quand je lis les réseaux sociaux, il y a marqué non, faut pas ouvrir les frontières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus parce que moi je comprends pas l'arabe, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est des Marocains. Et la deuxième information, parce que est-ce que c'est une fake news? On voit dans les réseaux sociaux le roi du Maroc dans les rues de Paris, ivre-mort. Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est réel? Est-ce que vous nous en dire plus, s'il vous plaît, sur ces deux sujets? Alors, je vais me lâcher. Moi, j'ai pour première règle de ne jamais croire ce qu'il y a sur un réseau social, sauf s'il était signé par une personne connue pour sa crédibilité et non pas par son autorité. Je vois par exemple ce qui se passe en Israël, malheureusement c'est comme ça, le grand journaliste franco-israélien qui poste des informations, je dis l'homme est sérieux et je prends l'information. Par contre, quand je vois sur les réseaux sociaux plein de gens qui s'appellent Ebnou, fils de, fille de, machin, tous ces anonymes, moi, avant-hier, j'ai reçu un message d'un compte Twitter, 100 000 personnes, il s'appelle Anonyme. Je lui ai expliqué, je lui ai répondu, je ne réponds jamais dans le réseau social, je lui ai dit, monsieur, si vous avez des choses à nous donner, pourquoi vous êtes anonyme? Donc moi, je ne crois pas sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Par contre, je vais aller chercher la vieille petite presse écrite, imprimée, radio, télévision et journaux pour lire les informations et pour voir si c'est crédible ou pas. Quant à la non-ouverture des frontières entre Algérie, Tunisie, Algérie, Maroc et ailleurs, moi, je n'ai qu'une suggestion à faire. Faites un référendum au Maroc sur l'ouverture ou non des frontières. Faites un référendum en Algérie. Faites un référendum en Tunisie. Et laissez le peuple décider s'ils veulent ouvrir les frontières ou pas. Mais que quelqu'un soit au ministère de l'Intérieur en train de signer des décrets de fermeture de frontières et éventuellement d'ouverture, ben pour moi, tous ces gens-là ne sont pas crédibles. Et donc, j'espère avoir répondu à vos deux questions sur les réseaux sociaux. Monsieur Mamie, les images qu'on voit sont réelles. On voit bien des bergers pleurer, crier, et on entend Amérique, non à l'Amérique, je sais pas quoi.
Est-ce que quelqu'un peut nous en dire plus? Parce que moi, je comprends pas qui sont ces gens-là. C'est quoi, c'est des images réelles? D'abord, moi, j'ai pas vu Moi, la j'ai vidéo, pas vu ces donc je ne peux pas informations, commenter une vidéo que j'ai pas vue, mais ça m'étonnerait Par contre, pas. c'est vrai que celle du roi a beaucoup circulé. Voilà, oui, mais ça m'étonne, j'allais dire, mais que des gens au Maroc soient dans la pauvreté et crient on veut l'ouverture des frontières, pourquoi pas. Les vidéos, donc les images du roi ont beaucoup circulé. Oui. Il se trouve que chacun de toutes ces grandes personnes ont des ennemis personnels qui ne guettent que ces occasions. En France, les Italiens d'ailleurs, c'est pas les Français, avaient inventé dans les années 70 un mot pour les paparazzi. C'est quoi le paparazzi? Ce n'est pas un journaliste. C'est un type qui prend une caméra et qui planque, comme on dit dans le métier, juste pour voir le moment où le président de la République est nu à côté d'une piscine pour sortir la photo. Ouais, et donc, quand même, que ça la fout mal quand même. Non. Pardon, ça la fout mal. Un roi commandeur des croyants dans cet état-là, si la raison Christophe, celle-ci, c'est grave. Christophe, vous avez été sur le même trottoir, vous l'avez vu de vos yeux? Non, j'ai dit si. Bah, si voilà. c'est avéré, pour moi, moralement, ça pose problème. Si. Bon, Voilà. si vous enlevez le si, moi je vous dis c'est pas vrai, c'est un photomontage. J'ai vu sur la Tunisie, puisque vous avez parlé du sucre tout à l'heure, j'ai vu des vidéos de 2012 avec les expressions de 2011 en Tunisie qui dit dignité, pain, je sais pas quoi, sinon rien. Elles ont été repostées aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est tout le danger des réseaux Voilà, sociaux. C'est reposté avec les avec vidéos. Tunisie Non, mais aujourd'hui. Alors c'est Tunisie 2011. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que d'abord, moi je te rejoins, les réseaux sociaux ne sont pas la vérité. Et c'est pas parce que tu as 1 million de followers que tout ce que tu vas dire, ça. Tout comme BFM TV, CNews ne sont pas la vérité non plus. Pardon. Hein. Comme disait Bernard, c'est pas parce que tu gueules que c'est la vérité. Mais sincèrement, c'est à peu près. Il se trouve que Goebbels avait dit non, mais un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Voilà, c'est une technique politique. Hein, on devrait la changer cette phrase. Ne devient pas une vérité. Mais voilà, après le reste, moi je crois qu'il faut s'en remettre à la bonne vieille presse. Et moi je fais comme toi, je lis pas mal les journaux. Et d'abord c'est le plaisir d'acheter un journal papier aussi. Vous êtes plus nombreux, vous êtes plus beaucoup. Hein. Non, mais franchement, c'est la crise. Hein. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu tellement de choses terribles et débiles. Et on peut faire tellement avec la technologie. On peut faire tout faux. Je veux dire, on peut demain... Il y a monsieur Photoshop qui vous aide à faire ça. Non, mais c'est assez impressionnant, Christophe. Demain, on peut te prendre ta femme verra Christophe en train de se balancer à poil sur Hollywood Boulevard. Alors qu'en fait... Elle écoute pas la radio. Non, elle écoute pas la radio. Vous pouvez mon fils vient de s'abonner au Monde Diplomatique. C'est pas mal. Non, mais je crois qu'il faut que les personnes prennent du recul face à l'information et un esprit critique et un peu et raisonnable. Moi, je le redis, ce que je souhaite pour les peuples, c'est que toutes ces frontières se réouvrent. Karim, quand tu dis que le Maghreb uni, c'est pour bientôt. Non, mais pas uni, mais libre circulation, qu'on puisse refaire comme avant. Mais tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu sais très bien que c'est pas possible aujourd'hui. Bah pourquoi pas. Ben oui, pourquoi pas. Comment on pourrait arriver à cela aujourd'hui quand on connaît la situation? Le peuple, par le peuple. Ouais, voilà. Tu sais très bien que c'est pas le peuple qui gouverne là-bas. Tu sais très bien. Le peuple a envie. Sinon les choses seraient bien différentes. C'est pour ça que je vous dis, moi, si on veut savoir ce que les gens pensent, faites des référendums. Mais les dirigeants s'en tapent de ce que les peuples pensent. Non, parce que faut être honnête, si on fait un référendum à 99%, on va dire que c'est un de la réponse souhaitée, ça marchera pas. Moi, ce que je crois, et je crois beaucoup. Dans un instant, on va parler de Macron. Macron qui menace de dissoudre l'Assemblée. Il veut aller vite. Sa réforme des retraites. C'est une très bonne nouvelle. Ah bon? Pour qui? Dans un instant, on y revient. Pour qui c'est une bonne nouvelle? On en reparle là tout de suite. Il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle. Ah bon? Ah oui. Ouais, on va voir qui. Justement, c'est très intéressant et vous pouvez nous appeler évidemment. D'ailleurs, Macron avait déjà invoqué ce truc-là parce qu'il avait réuni les députés qui ont perdu aux législatives, les députés de la majorité, en leur disant préparez-vous. Donc, de toi à moi, les députés qui ont perdu, je les vois pas se représenter et aller gagner cette fois-ci. Il leur a dit de se préparer. Moi, je pense. Je vous annonce un bordel sans nom à Marseille. Ah non, mais moi je Castaner a été nommé. C'est ce que j'allais dire. Il a été nommé. Castaner. Il a été nommé. Alors, il est quoi? Responsable du port autonome. Ouais. Président du port autonome. Alors les dockers sont très énervés. Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Les dockers sont énervés en disant mais il vient d'où celui-là? On le reconnaît pas. Et quand on connaît un peu le poids des dockers, à mon avis, Christophe Castaner, c'est un tour et s'en va tout de suite. Vous avez certain. Tout de suite, oui, je jingle le bon si possible et on est de retour.
Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec vos appels, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Alors, on le disait, évidemment, ça s'est passé mercredi soir à l'Elysée. Un repas, somme toute soupe à la grimace pour certains, et puis un repas avec Elisabeth Borne, avec François Bayrou, avec les ministres concernés, pour parler de cette fameuse réforme des retraites, où on s'était destiné en fait à choisir, établir une méthode, soit la méthode du passage en force, soit la méthode du dialogue, préconisée par Bayrou, Borne et quelques responsables de la majorité. Macron est plutôt favorable pour un passage en force. Alors aujourd'hui, on en ressort avec quoi ? Pas grand-chose, si ce n'est que on nous annonce, et c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, hier sur BFM, nous dit que le projet de loi sera présenté au Parlement après les fêtes de Noël, pour une entrée en vigueur cet été. Donc c'est le timing qui est respecté, l'été 2023. Macron veut aller vite, donc, pour faire passer cette réforme des retraites. Macron a brandi la menace, en cas de motion de censure, de la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, trois pointes d'idées. La première, que dit cette réforme ? La deuxième, qu'est-ce que c'est qu'une motion de censure ? Et la troisième, qui voterait pour avoir une majorité de motion de censure ? Donc, quand vous mettez les trois, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, parce qu'on est à 62 ans d'âge de départ. La prochaine étape, ça sera 63 ans. Donc, une année. Et c'est en 31... Macron parlait plus de 65. Attendez, j'y viens. 65, c'est en 2032. Oui. Voilà. Mais c'est pas loin, 2032. C'est dans 10 ans. Oui, voilà. Dans 10 ans. Par contre, pour que la motion de censure passe, il faut que le Front National, LFI et une partie de la droite votent ensemble contre le projet de loi. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Voilà. Donc la phrase, elle n'est pas message, je vais vous dissoudre. Un message, si vous ne voulez pas perdre votre siège parce que vous n'êtes pas sûr d'être élu, vous repartez en campagne. Vous vous abstenez quand la loi arrive et vous laissez la petite minorité de LRM, je ne sais pas, Renaissance, elle a changé tellement de nom, voter, puisque ce sera cette majorité qui passe. Est-ce que de passer en force cette réforme, Karim, aujourd'hui, ça serait allumer un incendie dans le pays ? Mais bien sûr, parce que de toute façon, ça veut dire qu'on n'a pas le consentement et la représentation du peuple. Les syndicats n'en veulent pas, même le syndicat, la CFDT. Oui, même le syndicat maison CFDT n'en veut pas. N'en veut pas. Non, mais bien sûr, ça fait bloc. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la personnalité du président fait que je pense qu'il s'en fout un petit peu en réalité. De toute façon, que lui, il termine son mandat, il reste 4 ans. Le fait d'avoir un président qui appartient à aucun parti politique, puisqu'il n'appartient même pas à Renaissance, comme il n'appartenait pas à LREM, et il ne l'a pas géré, et d'ailleurs c'est le drame et les conséquences aux élections locales. Il est capable de tout, et je pense que si on dissout l'Assemblée nationale, le grand gagnant derrière, ça sera le RN qui va doubler ses députés. Lui, il va pas très clairement. Il ne se représente pas dans 4 ans. Donc oui, non, mais oui, mais ça, il fallait penser avant de voter au tout début. Alors, on a posé la question à Mélenchon sur la dissolution. Et on souffre vraiment de ne pas avoir eu de candidat de qualité dans les partis traditionnels. Est-ce que ça serait une bonne chose de dissoudre l'Assemblée pour la LFI, par exemple ? Mélenchon répond, écoutez. Pour les macronistes, que c'est une menace. Non, c'est pas. Moi, je prends pas ça pour une menace. Ça vous fait pas peur ? Ah ben à l'inverse, c'est une opportunité. Une opportunité pour Mélenchon. Alors, moi, je ne crois pas parce que la NUPES a dévoilé derrière que c'était un accord purement électoral. Et c'est une bonne stratégie, elle a marché, elle a été payante. Mais ensuite, depuis à l'Assemblée nationale, la NUPES n'existe pas. Chaque parti est revenu dans ses valeurs avec ses propres députés. Il faut savoir aussi que cette organisation a généré beaucoup de frustration, puisqu'il y a eu beaucoup de candidats sortants ou, on va dire, théoriquement légitimes qui n'ont pas été investis et qui, cette fois-ci, ne voudront pas se faire avoir une deuxième fois, voire souhaiteront même la défaite de celui qui a pris la place au niveau investiture et qui a gagné. Vous savez, l'ego dans ce pays est au-delà de la raison et de l'intérêt du groupe, de la collectivité, de son équipe, de son parti, quoi. Alors à qui profiterait Pour moi, le seul parti aujourd'hui qui a une structure qui bien qu'on ait
tout ce qu'on ait dit sur eux, la division, la mise à la retraite de Pierre-Paul Jacques, à une ossature costaud, et surtout à des militants en masse. Vous savez ce que c'est qu'un militant? Un militant, c'est quelqu'un qui se lèvera le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, et qui ira voter pour son candidat et son parti sans se poser la question, et qui ira chercher toute sa famille. Alors, il y a quasiment plus de partis aujourd'hui qui ont de vrais militants. Quel est le parti qui resterait? Pour moi, le RN va être le grand gagnant. Alors là, c'est... Est-ce que Macron récupérerait une majorité absolue? C'est ça la question. Est-ce que Macron récupérerait une majorité absolue? Par contre, un gagnant, ça peut être Mélenchon, qui peut décider de se représenter cette fois, parce qu'il y a ça. Oui, mais ils feront pas plus de députés. Ils ne feront pas plus de députés. N'oubliez pas qu'il y a des tourmentes en ce moment. Puis en ce moment, à gauche, il y a des affaires. Avec Bayou. Bayou part en vacances, Catermans, pareil. Non, il part pas en vacances. Je vous rappelle, je sais pas si vous avez vu la tête des deux députés quand il fallait se positionner là-dessus. Il y avait Clémentine Autain qui hochait un peu la tête, l'air de dire... Ma cocotte, ce que c'était en train de raconter, il l'a frappé physiquement. Et sur ces points-là, je vais vous dire honnêtement, il devrait même pas y avoir de débat. Oui. Ce gars-là devrait quitter son mandat. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui vivent de ça. Oui. Donc il ne peut pas quitter. Ils ont viré Bouhafs avant même qu'il se présente, et les autres, on les a soutenus. Et on ne peut pas avoir du fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est terrible. Et en plus, il le reconnaît. Les mecs ont été hyper moralisateurs vis-à-vis de Darmanin, vis-à-vis de Abad. C'est le retour de la médaille. C'est l'effet boomerang. Hein. Voilà, l'effet boomerang. Applique-toi ce que tu appliques aux autres, et c'est la réalité. Et tu vois, ce qui est terrible, c'est qu'une vraie attitude de chef de parti, j'allais dire chef de gang, tant pis, quelle que soit sa qualité, tu sors, parce que tu n'es plus digne d'être là. Ouais. Alors justement, Tarek Mami, à propos d'une éventuelle dissolution, c'est vrai qu'on beaucoup se l'a posé quand on a eu un petit peu l'Assemblée nationale telle qu'elle nous a été présentée à l'issue du vote, où Macron n'avait pas la majorité absolue. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre le risque de dissoudre l'Assemblée, alors peut-être pas maintenant, mais peut-être après l'hiver, en se disant voilà, moi j'ai apporté toutes les aides, c'est vrai que quand même quand on regarde nos pays voisins, au niveau du carburant, c'est cher, mais ça reste quand même bon. Il y a pas mal d'aides, des chèques énergie, etc. Machin. Est-ce que finalement, c'est pas un bon argument en disant regardez, on a essayé encore, on a sorti la planche à billets, on vous a quand même épargné pas mal de soucis financiers. Voilà, donc si vous voulez vraiment une alternative, on est là, c'est nous. Et prendre le risque de récupérer, parce que c'est tout ce qu'ils souhaitent, une majorité absolue. Sinon, à quoi ça sert de dissoudre? En aucun cas, à l'RM, le président Macron n'auront ni une majorité absolue, y compris avec des alliances, ni un nombre de députés supérieur à ce qu'ils ont aujourd'hui. N'oubliez pas, Horizon lui faire la peau dans certains endroits. Non, mais par contre, il peut dissoudre ça pour se la jouer comme Chirac et comme dans l'histoire, de dire et Mitterrand. À qui ça a réussi? Mais moi je pense qu'il dit c'est pas ma faute. Moi je pense j'ai été élu, j'ai pas de majorité, donc je fais ce que j'ai à faire. Le reste c'est plus mon problème. Je pense que ce personnage peut jouir d'une cohabitation. Hein. C'est quelque chose qui peut le faire vibrer. Et moi je serais pas étonné que et au contraire, je pense qu'il se ferait même plaisir. Je vais vous dire une chose. Il y a eu LREM pendant 5 ans qui a perdu toutes les élections locales. On va pas faire. Et quand je dis perdu, il y avait pas de parti. Ils ont pris des tôles. Il y avait pas de parti. Parce qu'il y avait un exécutif qui a fait n'importe quoi, qui a géré n'importe comment au mépris des militants de base. Il y avait plus de marcheurs à la fin. Il y avait juste des statistiques. T'étais un marcheur toi au début, Karim. Oui, mais n'oublie pas, Karim. Ah non, mais moi je suis tout assumé. Moi j'ai dénoncé le système, je me suis fait virer. D'ailleurs avec discrimination, parce que sur les 12 signataires de la tribune dans l'opinion, nous ne sommes que 2, Karim et Morad, à avoir été exclus. Les autres n'ont même pas été exclus. David, et puis c'est tout. Et il y a même des candidats aux législatives qui se sont présentés contre les candidats LREM, y compris en Seine-Saint-Denis, qui n'ont pas été exclus. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Moi, j'ai mes valeurs et mes convictions, et je ferme pas ma gueule. Voilà. Même quand je fais de la politique, je ferme pas ma gueule. Dépêche du journal Le Monde. Je vous lis le titre d'abord. Hein. Le titre du journal Le Monde, l'imam Hassan Ekwisen. Ah bon, il est où lui? Prédicateur accusé d'antisémitisme. Ah, ça y est. Vient d'être arrêté en Belgique. Ah bon? Oui. Ça, c'est la dépêche. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le titre du journal Le Monde. C'est pas Hassan Ekwisen, l'imam arrêté, c'est on rajoute bien, virgule, accusé d'antisémitisme. Dans quel procès il est accusé d'antisémitisme?
Voilà, le journal. Alors, justement, ça pose une question. Non, il n'a pas été accusé. De toute façon, il n'a pas été accusé. Parce que je vous donne le titre du journal Le Monde. Il avait été accusé, il aurait été accusé d'antisémitisme par qui? Moi, je vous donne le titre les juges dans ce pays du journal Le Monde. Qui sont voilà les juges? Le journal Le Monde. Est-ce que c'est les médias, c'est les journalistes, c'est Darmanin? Qui sont les juges? C'est toute la problématique de l'information. Une fois que je vous lis la dépêche du journal Le Monde accusé d'antisémitisme... il va faire un procès au journal Le Monde. Parce que Gérard Delmanin... question, Tarek. Oui. Il est arrêté à quel titre? Puisque il a une obligation de quitter le territoire français, mais pas européen. Alors ça, c'est un imbroglio juridique que la France et Darmanin n'auraient jamais dû ouvrir. Il est arrêté de fait, par exemple, maintenant en Belgique, il va être renvoyé en France. La France ne peut pas l'envoyer dans son pays d'origine. Alors le Maroc, il donne le laissez-passer consulaire. Ils ont dit non, ça y est. Ils ont retiré. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme les Israéliens. On va le mettre en résidence administrative surveillée. Mais sur quel motif? Sur quel motif? Pendant combien de temps? Alors que le motif, c'est d'expulser. Et donc, je vous lis le reste de l'article, si vous permettez. Parce que... Alors, excusez-moi. Alors, France Info. Le titre, Christophe. Et là, je parle vraiment aux auditeurs qui veulent écouter et savoir qu'est-ce que c'est la presse. Je vous ai lu le titre du journal Le Monde. C'est quand même un journal sérieux, pourtant. Je vous lis le titre de France Info, qui est donc la radio publique officielle. L'imam Hassan Ekwusen a été arrêté en Belgique après un mois de cavale, selon le ministre belge de la Justice. Non, regardez les mots. Il n'y a pas accusé d'antisémitisme. Non, mais après un mois de cavale aussi, je veux dire, on a l'impression qu'on a un trafiquant terroriste qui est parti en cavale. Après, sa cavale a pris fin. L'imam Ekwusen a été arrêté à Mons, Belgique, annonce le ministre belge. C'est bien de m'appeler Julien, je suis à l'antenne. Je sais que c'est votre téléphone qui s'appelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est reconduit, qui a une obligation de quitter le territoire, qui respecte la loi, qui a quitté le territoire. C'est une obligation européenne ou c'est une obligation? Non, c'était une obligation française, uniquement européenne. Là, j'avoue mon incompétence juridique. Bêtise, et Tarek va me corriger. Je sais pas. Mais est-ce que la notion d'espace Schengen, c'est une obligation de quitter le territoire français? Donc voilà, on va peut-être avoir des informations. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, l'imam Ekwusen a été arrêté donc à Mons, en Belgique. Ça promet de belles heures de conneries dans les médias. Attention, je vous le dis. Hein, voilà, ça va on va manger. Parler, il y avait la reine, maintenant il va y avoir Ekwusen qui est de retour. Sur France Maghreb 2, on est de retour dans un instant avec Mam, la belle histoire, qui va nous raconter la belle histoire du générique de la Star Academy. Star Ekwusen, j'allais dire. La Star Academy et le quiz à venir et la battle finance islamique. Arnaque ou véritable alternative? C'est la question que l'on vous pose. Vous êtes 63% à parler d'arnaque. On y revient dans un instant. Tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et c'est l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire du générique aujourd'hui de l'émission qui fera son retour sur TF1 le 15 octobre prochain, la Star Academy. Mam. La belle histoire des génériques. Star Academy. Ah, ce bon vieux temps.
Amitié, rivalité. Joie, peine. Rien ne vous échappera. « 84 jours de compétition. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Voilà, Star Academy évidemment qui fera son retour, on le disait, après quelques années d'absence pour la 10e saison, est toujours présenté par Nikos Aliagas. Merci Mam, voici le quiz. Karim Alouache, Tarek Mami avec mes petites questions en rapport avec l'actualité. Il n'y a rien à gagner, mais juste peut-être à apprendre quelques trucs. Tiens, les supporters tunisiens dont Tarek Mami faisait partie au Parc des Princes ce mardi pour le match amical entre la Tunisie et le Brésil ont été interdits visiblement de brandir quel drapeau? Je n'ai pas regardé le match. J'ai envie de dire une connerie. Non mais c'est sérieux hein. Drapeau algérien? Non, du tout. Drapeau tunisien? Non. Drapeau français? Non, bah non. Brésilien? Non. C'est quel drapeau? C'est un drapeau que les Algériens brandissent souvent d'ailleurs. Ah, berbère, kabyle. Non, pas du tout. Tamazir. Non. Bah, le drapeau algérien, ils brandissent souvent. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Marocain? Mais non, pas marocain. N'importe quoi. Non. C'est le drapeau palestinien. Ah mince, oui. Et ça a provoqué la colère des supporters et ça a créé quelques incidents visiblement. Donc au Parc des Princes ce mardi soir, la Tunisie, rappelons-le, a perdu 5-1. La Tunisie qui se retrouve dans le groupe de la France au mondial le 30 novembre prochain, notez-le bien, 30 novembre France-Tunisie au Qatar. C'est pas mal ça. Tiens, une Brésilienne qui se rendait à la Fashion Week s'est fait voler pas moins de 3 millions d'euros de bijoux. Dans quel endroit à Paris ça s'est passé? Place Vendôme? Non. Alors cherchez pas une place ni machin, c'est dans un lieu en fait. Et j'ai dit, elle se rendait à la Fashion Week. On se rend comment à la Fashion Week? Dans le métro? Non. Oh non, faut être 3 millions d'euros de bijoux sur soi dans le métro, c'est chaud quand même. Dans un taxi? Dans un VTC. Absolument. Ouais, dans un VTC. Et d'ailleurs, il y a une enquête ouverte, donc enquête pour vol avec violence en réunion. À mon avis, il savait qui transportait et ce qu'elle avait sur elle. C'est chaud, hein? Ouais, voilà. je pense que... Après 18 ans de diffusion sur France 3 et 4665 épisodes tournés, quelle série s'arrêtera en novembre? Plus belle la vie. Plus belle la vie, dont le tournage a eu lieu pour la dernière hier à Marseille. D'ailleurs, c'était tourné à Marseille ou pas? Bah absolument, oui, à Marseille, tout à fait. Ouais. Quel fournisseur français d'électricité entend récompenser ses clients, la sobriété de ses clients, cet hiver? EDF? Alors, Enedis, Engie et Total Energy sont les deux fournisseurs qui vont récompenser leurs clients. Donc si vous êtes chez ces deux fournisseurs, et si vous faites des efforts, eh bien vous serez récompensé. Mais ça donc on fait baisser notre consommation, on baisse notre consommation par rapport à l'an dernier. C'est ça, absolument. Quel président, lors d'un discours... Eh ben attends, Quoi? Non mais je te coupe, c'est une connerie parce que j'arrête de consommer, ils vont pas me faire de cadeaux, j'aurai pas de facture. Ah bah non, t'arrêtes pas de consommer, mais tu réduis ta facture. Tu joues le jeu, mon gars. Bah oui, mais c'est ça que tu vas gagner, c'est les conneries. T'es chauffage quoi, toi? J'ai au gaz. Au gaz. Ah, tu vas morfler comme moi. Quel président, lors d'un discours, interpelle une parlementaire décédée? Quel président dans un discours a interpellé lors d'un discours? Ah, c'est pas Biden? Ouais, il y a pas longtemps. Biden, là, c'est récent. Il y a 2 jours. Oui, il a fait une boulette. Une grosse boulette. Il a interpellé une parlementaire, sauf que elle est décédée au mois d'août. Et en plus, il lui avait rendu hommage. Oui. Ah, incroyable. Il paraît qu'il a des moments d'absence. Oui, on s'inquiète sur sa santé mentale. Ouais, il a eu un problème aussi avec un prompteur à un moment donné. Oui, il a pas mal de problèmes, je crois, en ce moment. Dans un instant, et pour terminer cette émission, c'est la battle. La battle avec ce sujet aujourd'hui. Finance islamique.
Arnaque ou véritable alternative? On répond à cette question, on en débat avec Tarek Mami et Karim Alouache dans un instant et pour finir cette émission. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. Tarek Mami est avec nous, évidemment, bon, c'est vrai qu'il circule pas mal dans la radio, mais il est avec nous pour finir cette émission, parce qu'il n'a pas répondu à la question. On m'a dit, ouais, mais pourquoi il n'a pas répondu à la question du drapeau palestinien, Tarek Mami? Bah, il était pourtant au Parc des Princes. Bah, j'y étais, oui, j'ai vu. Voilà. Bon. Et en fait, il y avait un drapeau palestinien, ouais. en haut à droite, dans un coin invisible, on dirait que les mecs les ont repérés. Et ce sont les autres Tunisiens à côté du jeune qui lui ont dit, replie le drapeau. On veut pas... Non. Parce que sinon, on va se battre avec la sécurité et ça va donner un machin. Et d'ailleurs, c'est le site, c'est le Twitter Les Aigles de Carthage qui publie la vidéo puisque j'étais avec eux. Et moi, j'ai regardé. Je vais vous raconter ce que j'ai vu de mes yeux. Aïe. Rapide alors. Ouais. J'étais au stade avec des journalistes de 2 grands médias. À ma droite, ils étaient là. Les Brésiliens marquent, je crois que c'est le 2e but après le penalty, un truc comme ça. Et il y a un spectateur, on va dire qu'il est tunisien, et il a jeté une peau de banane ou une banane dans le stade. La banane n'a pas touché le joueur, elle est tombée sur le côté. Je ne vous rappelle pas les matchs en France et tout ça. Et le journaliste à ma droite, et le 3e journaliste à ma droite regarde son confrère et lui dit, il y a eu un jet de banane. Est-ce que pour toi c'est raciste ou pas? Voilà comment c'est commencé. Et l'autre dit une banane dans un stade, c'est pas raciste, laisse tomber. Il dit non, moi je vais appeler André, qui doit être leur chef. Il appelle, André, machin truc, il raccroche, il dit, André me dit que c'est un geste raciste parce que les Arabes n'aiment pas les Noirs. Et le mec il dit, arrête tes conneries, on va pas écrire ça. Et il dit, c'est André qui le dit. Et le mec il dit, bon, je vais le mettre dans la dépêche. Et c'est à partir de là que ça commence à circuler sur les réseaux sociaux. Les Tunisiens racistes contre les Noirs brésiliens, ils ont jeté une banane. Voilà. Allez, c'est parti pour la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Merci d'être avec nous en direct pour cette battle et cette question que l'on vous pose, que je vous pose aujourd'hui sur la finance islamique. On en a beaucoup parlé, mais l'occasion d'en parler est peut-être aussi due à la présence aussi de notre ami Karim Alouache, à savoir, est-ce que la finance islamique, pour le coup, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est une véritable alternative? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Mon cher Karim, quelle est ta position? Moi, j'emploierais pas le mot d'arnaque, hein. Puisqu'une arnaque, c'est lorsque c'est fait à l'encontre des personnes dans le but de détourner ou de mentir. Moi, je crois que ça répond... Alors, vous allez me dire, il y a 2 positions. Il y a ceux qui vont vous dire, eh ben, écoute, c'est charia compliant. En finance, on parle de charia conforme ou de charia compliance. Et donc, dès l'instant que ça répond à un board, ce qu'on appelle un charia board, qui va déterminer si votre opération elle est licite ou pas, on peut y aller et ça y va. Et il y en a d'autres qui vont dire non, en fait, ce sont des règles qui détournent. Est-ce que j'achète une maison en empruntant et en payant de l'intérêt, ou est-ce que j'achète une maison par un intermédiaire qui l'achète et qui me la revend et qui me fait, je dirais, un échéancier de paiement sur une durée... voilà, alors, Karim, je vais te la faire plus simple. Non, mais certains puristes vous diront... l'argent ne le fait jamais gratuitement. Non, mais dans tous ça n'existe pas. Dans tous les cas, celui qui permet l'acquisition gagne de l'argent et ne le fait que pour ça. Oui. Il y a un premier cas où on va vous dire ce n'est pas de l'intérêt, c'est une plus-value. Mais pour moi, j'entends la plus-value lorsqu'elle est réalisée à l'achat au comptant. Alors que là, en fait, c'est une vente à terme avec un échéancier de paiement, sauf que vous avez l'usufruit, c'est-à-dire que vous pouvez vivre dans la maison. Et dans l'autre cas, c'est j'ai emprunté cet argent, j'achète mon bien. Il y a un mot hypothèque, il ne faut pas oublier quand même. Comment ? Hypothèque. Oui, non, mais c'est très important. Alors l'hypothèque, c'est une garantie en fait. Bah oui, mais bien sûr. C'est en cas de le bien, il n'est pas à toi, il appartient à la banque. Alors,
Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Tu en as l'usufruit, mais pas la propriété. Tu n'en as pas la propriété. En fait, c'est ce qu'on appelle un achat à terme. Oui. C'est-à-dire que tu en as la propriété le jour où tu as fini de payer. Oui. Alors, arnaque, c'est peut-être pas le bon mot, sauf si on utilise le mot arnaque pour arnaque politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux, pour pouvoir... Super. Merci, on s'appelle. Comme dit Christophe, je circule beaucoup dans la radio, donc je parle aux uns et aux autres. C'est du direct. C'est du direct. Alors, arnaque politique. L'Occident s'est trouvé maintenant beaucoup moins heurté pour rentrer certaines banques ou certaines régions du monde, le Golfe, qui disaient pas d'intérêt, pas de truc. Et donc, ils ont accepté le principe de ce qu'on appelle la finance islamique. D'ailleurs, Christophe, vous aviez reçu l'année dernière deux éminents professeurs à qui vous avez posé toutes les questions et on aurait pu leur reposer cette question. La différence entre le crédit classique et le crédit d'abord en finance publique, c'est ce qu'on appelle la murabaha, c'est-à-dire gagnant-gagnant, perdant-perdant. Vous prenez un prêt, vous êtes propriétaire de la maison, vous et la banque. Si vous remboursez, la banque à la fin, elle est à vous. Et si vous ne remboursez pas, à la fin du chemin, donc la banque revend la maison, cher Christophe, récupère ce qu'elle n'a pas pris comme argent et vous redonne la différence. La banque française, occidentale, c'est quand vous ne remboursez pas, la banque met à la vente et vous avez perdu tout ce que vous avez déposé. Donc l'arnaque, c'est à vous, auditrices et auditeurs, de la juger, si elle existe ou pas. Alors, donc c'est pas le mode de fonctionnement. Alors c'est pas tout à fait ça, parce que ça dépend du montage que vous avez fait pour acheter votre bien immobilier. Non, mais c'est la murabaha en arabe. La murabaha, c'est le gagnant-gagnant. Vous faites aujourd'hui c'est plus le banquier qui est gagnant que l'autre chose. Sans hypothèque. Non, parce que, excusez-moi, en résumé, avec le crédit occidental, vous avez payé pendant 18 ans, il vous reste 2 ans, vous ne remboursez pas, la maison n'est plus à vous. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, dans les contrats, vous avez des conditions. Par exemple, si vous vous retrouvez au chômage, vous pouvez suspendre de payer pendant un certain temps. Non, mais on va faire quelle est la principale différence. La principale différence, c'est qu'en fin de compte, si vous ne remboursez pas un crédit mode occidental, vous perdez ce que vous avez payé comme loyer, et de l'autre côté, vous récupérez une partie. Voilà en résumé. Non, d'abord, c'est pas ça, parce que d'abord, si on arrive un jour à la vente du bien, c'est que vous avez hypothéqué, et la vente du bien, la partie qui couvre le crédit restant est payé, le reste vous revient, puisque c'est vous qui vendez votre bien. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Non. Vous pouvez le faire. Non. J'étais avocat dans l'immobilier. La deuxième chose, c'est que vous avez des cautions, crédit logement. Enfin, il y a plein de trucs. Et puis, vous avez aussi des assurances. Vous avez des assurances. Et les assurances sont là pour vous protéger Christophe, des accidents de la vie. Mais pour faire la différence, je vais aller plus loin. Vous avez une maison qui coûte 300 000 euros en France aujourd'hui. Vous êtes en copropriété. Et vous avez des charges impayées à hauteur de 30 000 euros. La maison est mise aux enchères à 30 000 euros. Et donc, si elle est vendue à 35 000 euros, en disant 40 000 euros, le syndic de l'immeuble va prendre les 30 000 euros et il va vous donner le 10, alors que vous êtes propriétaire d'une maison de 300 000 euros. Et vous n'avez pas le droit, quand la procédure juridique est lancée, cher Christophe, de chercher vous-même à vendre à 300 000 euros pour payer 30 000 euros. Voilà ce qu'il faut savoir dans le fonctionnement bancaire. Pour moi, il n'y a pas deux banques qui s'opposent, ou il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est pas deux banques, c'est deux modes de prétendu fonctionnement. Il y en a pas Karim, réponds à ma question clairement, parce que les auditeurs ont besoin de comprendre. Attends, il n'y a pas un mode qui couvre plus que l'autre, c'est pas vrai. Parce que d'abord, les financements islamiques coûtent très très cher, beaucoup plus cher que le prêt classique. Moi, je dirais, si ça répond aux besoins spirituels de la personne et que c'est conforme à ses convictions, tant mieux pour elle. Christophe, est-ce qu'on peut laisser mais l'objectif de l'acheteur, il est le même dans les deux cas, c'est-à-dire d'acquérir un bien en ayant un paiement échelonné, c'est-à-dire qu'il ne peut pas payer au comptant. Dans les deux cas, on a affaire à des personnes qui ne peuvent pas payer au comptant. Et dans un cas, dans les deux cas, la banque est là pour gagner de l'argent sur ce financement. Elle gagne de l'argent sur ce financement. Et c'est son objectif unique.
Et d'un côté, on va l'habiller, enfin on l'habille pas, d'un côté, on paye ce qu'on appelle des intérêts, c'est-à-dire qu'on paye le coût de l'argent, et de l'autre côté, on va pas payer des intérêts, puisque le prix est beaucoup plus cher, on va payer ce qu'on appelle une commission ou une commission commerciale qui va être elle-même échelonnée. Mais j'ai envie de te dire... Dans les deux cas, les banquiers ne sont jamais perdants. Non, mais il y a pas de gagnant ou de perdant là-dedans. Dans les deux cas, les acheteurs non plus ne sont pas perdants. Il y a un cas où ça coûte... Alors, il y a un cas, par exemple, pour l'islamique, ça coûte beaucoup plus cher. Mais la perte, en définitive, vous récupérez un peu de mise. Beaucoup plus cher. Ce qui n'est pas le cas. Ce que je vous propose, cher Christophe, c'est que comme on a 2 spécialistes dans l'équipe autour de la radio de cette chose, c'est qu'on remet cette question en présence de Karim, banquier classique, j'allais dire, et Monsieur Galmala. Non, mais là c'est pas une question de finance, c'est une question d'idéologie et de croyance. Ça n'a rien à voir. On saura tous les cas. Je connais les Mourabata, les Soukouk et toutes ces opérations-là. Je peux vous dire Non, mais je vais la faire simple. Karim, réponds à ma question. Si j'achète une maison 300 000 € et que je choisis de contracter une finance islamique, est-ce que la banque va me prêter 300 000 € sans récupérer quoi que ce soit et aucun intérêt? Non, mais la banque, elle va pas te prêter 300 000 €. La banque va acheter la maison. De bien pour toi. Elle va dans le contrat islamique, elle va te la revendre à terme. Le contrat islamique, il y a votre nom à vous et le nom de la banque. Mais alors que dans le contrat classique occidental, il n'y a que votre nom à vous. En fait, en définitive, elle va te coûter beaucoup plus cher. Est-ce qu'elle va me coûter plus cher et pourquoi? Parce que c'est la commission, c'est tout. Parce que la banque, vous ne payez pas ce qu'on appelle les intérêts. Parce que la banque, elle va porter cette opération et ce bien pendant des années et qu'elle est là aussi pour gagner de l'argent et se rémunérer. Oui, ça te coûtera plus cher. Donc c'est des intérêts déguisés, c'est tout. C'est pas des intérêts, c'est une marge commerciale. Oui, c'est appelé comme ça. Déguisés. Et dans l'autre cas, soyons clairs, les gars. Mais une banque ne te prête jamais dans le monde de l'argent sans rien récupérer. Dans le monde de la finance, les intérêts, on appelle ça des commissions bancaires. Ouais, d'accord. C'est déguisé. Voilà. Mais si ça satisfait les personnes, tant mieux pour eux. Bon, très bien. Écoutez, on avancera et on mettra ce sujet sur la table parce que... Non, pour moi, ce serait une arnaque s'il y avait une tromperie. C'est-à-dire que si on mange... C'est une espèce de tromperie pour moi parce qu'à partir du moment où on dit aux gens... il faut faire ce type de finance parce que c'est religieusement halal et qu'il n'y a pas d'intérêt. Quand tu regardes un petit peu, que tu commences un petit peu à creuser, pardon, mais c'est pas des intérêts, oui, mais c'est des commissions qui sont évidemment beaucoup plus chères. Et en définitive, le bien te revient beaucoup plus cher avec ce système-là. Voilà. En tout cas, on y reviendra effectivement. Merci d'avoir donné votre avis qui nous intéressait pour le coup. Et on est de retour dès lundi. Bon week-end sur France Maghreb 2 dans un instant. C'est Medjed. Merci Tarek. Merci Karim. Merci à vous. Et bon week-end à vous. Merci. Un petit coucou à Wafi. À Wafi. Voilà. Ok, merci. Il ou elle se reconnaîtra. Oui, absolument. Non, c'est il est à la maison. Ah, Wafi. Salut mon pote. Ciao. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Fro. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Il est 18h, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant avec Medjed sur France Maghreb 2. Bon week-end.